Bonsoir à tous et bienvenue donc à notre webinaire Parents accompagnant les derniers pas de Parcoursup. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre troisième session autour donc de Parcoursup et au nom du Bureau national, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Vous le savez, nos services ICF sont toujours à votre disposition. Ces services qui s'occupent tout particulièrement de l'orientation, du rapprochement entre l'école et le monde professionnel, la sensibilisation de tous les parents à l'accueil de la différence. Nos services sont toujours là à votre écoute à toutes les strates du mouvement. Ce soir, donc, nous allons parcourir Parcoursup, pour ne pas faire de jeu de mots, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accueillir avec beaucoup de plaisir Gilles de Marquet, le président national de l'Appel, pour quelques mots de bienvenue. Gilles, c'est à toi. Merci Catherine, merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, chers parents, l'Appel a toujours à cœur de renforcer les compétences des parents dans le rôle d'éducateur, notamment sur l'orientation des jeunes. Concrètement, ce webinaire rentre dans cette logique d'accompagnement des parents et puis je remercie Catherine Romuald et les services information et conseil aux familles de l'Appel national de l'avoir organisé. Et pour cela, il est aussi fondamental pour nous de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui se fait depuis plusieurs années. Je remercie M. Jérôme Teillard pour sa présence fidèle parmi nous aujourd'hui. La collaboration entre les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, celle de l'Appel, pour mieux informer les parents est très importante. Vous êtes venus très nombreux ce soir, 2000, quelque chose comme ça, ce qui montre que le sujet vous est important et c'est normal. Surtout en ces temps de pandémie où rien ne se passe comme d'habitude et où un certain nombre de repères sont perdus. Alors, vous le savez, Parcoursup est un incontournable pour la très grande majorité des formations et des élèves, à l'exception de rares filiales qui sont restées en dehors de cette plateforme. Il est donc essentiel de comprendre, de maîtriser Parcoursup et sa plateforme pour que l'orientation soit réfléchie, soit choisie et non subie. Le dernier webinaire que nous vous avions proposé avait eu lieu juste avant la date de saisie des vœux. Celui-ci, c'est un petit peu différent dans la mesure où il a lieu avant la date que nous avons tous en tête et qui se rapproche, c'est celle du 27 mai. Il me semble important de rappeler que notre rôle de parents est de rassurer, d'accompagner nos enfants sans qu'on leur donne l'impression d'être plus stressés qu'eux. Par expérience, ils sont souvent, pour la majorité d'entre eux, beaucoup plus zen que nous et bien plus confiants que nous sur la suite de leur parcours. Alors nous avons aussi comme objectif de dédramatiser bien évidemment la poursuite dans le supérieur, donc accompagner ces jeunes sur ce continuum Bac-3, Bac+3, de façon à les accompagner de manière sereine et éclairée. Et c'est pour ça que je vais sans tarder redonner la parole à Catherine Romuald. Bon séminaire à tous. Merci beaucoup, Gilles, pour ces quelques mots introductifs et merci aussi à ton binôme, Vincent, et pour l'attention que vous apportez tous aux activités du service information conseil aux familles. Ce soir, donc, c'est notre dernier volet consacré à Parcoursup. Je vous rappelle que le 10 décembre, nous avions travaillé sur les clés de la démarche Parcoursup. Le 4 février, nous étions revenus sur l'accompagnement de cette démarche et ce soir, c'est, vous le savez, un Parcoursup à refermer et très bientôt, les résultats vont commencer à tomber. Donc, Jérôme Teillard est là pour nous décrypter les dernières phases de Parcoursup. Je rappelle qu'il est inspecteur général de l'éducation, chef de projet réforme de l'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et qu'on le surnomme Monsieur Parcoursup. Il sera accompagné ce soir, comme toujours, de nos deux élus de choc, Violaine Bigot qui est en charge du groupe Bac-3+3 et Hélène Lobigna qui s'occupe de l'orientation et bien sûr de l'EMP au sein de l'Appel national. Elles vont gérer donc le chat, regrouper les questions parce que vous êtes nombreux ce soir pour les poser à M. Teillard. Rassurez-vous, toutes les questions ce soir ne vont peut-être pas trouver de réponse, mais une foire aux questions vous sera proposée, donc vous n'hésitez pas d'inquiétude. Et bien sûr, je vous souhaite un très bon webinaire et je passe la parole sans plus tarder à Jérôme Teillard. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci de me donner la parole pour avoir la chance de pouvoir échanger avec les parents, avec leurs représentants et de pouvoir aller vraiment à la fois
le souci de répondre à votre question et puis de dédramatiser, d'apporter quelques éclairages qui vous permettront de jouer ce rôle d'accompagnement que votre président a évoqué et qui est important pour nous aussi, évidemment, parce que c'est une phase importante de transition et que plus on est éclairé collectivement et on se comprend les uns les autres et plus finalement le processus a de chances d'être fructueux pour l'ensemble. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint qu'on va diffuser et égrener en quelque sorte tous ensemble pour essayer d'avancer dans cette procédure. Et puis évidemment, vos questions me seront posées par vos collègues au fur et à mesure du développement. Alors, je vous propose qu'on commence, peut-être déjà en changeant de slide. Alors, je voulais avoir un petit, le petit regard sympa. Vous savez, votre président a dit que les jeunes étaient sans doute des fois moins stressés que les parents. Ben, écoutez, moi, j'ai essayé de trouver cette illustration-là. Puis, c'est aussi pour vous dire, alors, d'où on vient, quelles étapes on a passées. Vous savez, il y a eu les vœux qui étaient formulés jusqu'au 8 avril. Le nombre de candidats sur la plateforme était de 931 000. On avait 635 000 lycéens, un petit peu moins que l'an dernier, mais qui s'expliquait par le fait qu'il y a eu moins de lycéens en terminale cette année. Par contre, plus de vœux exprimés que l'an dernier, ce qui correspond à une diversification des choix, qui est aussi la traduction d'un nombre plus important de formations sur la plateforme. Alors, si on rentre dans cette nouvelle phase, qui est la phase d'admission, voilà, quelques dates à retenir que je souhaitais vous expliciter. Évidemment, à partir du 27 mai, le lancement de la phase principale, chaque candidat reçoit les réponses des formations et pourra y répondre au fur et à mesure que ces propositions arriveront. Deuxième étape, le 16 juin, la phase complémentaire. La phase complémentaire est sur Parcoursup, une phase un peu différente de la phase principale, mais qui permet de faire des vœux sur des places qui sont restées vacantes. Et elle ouvrira dès le 16 juin, c'est la même date que l'an dernier. On le fait de manière anticipée pour que des élèves finalement qui n'ont pas trouvé de solution dans la phase principale puissent rapidement en trouver. Une étape à la fin du mois de juin, qui est une étape en fait de bilan, premier bilan, où est-ce qu'on en est un mois après le début de la procédure? Est-ce qu'il y a des vœux en attente qui m'intéressent encore, qui ne m'intéressent plus? C'est une occasion de faire un point d'étape, d'échanger évidemment avec vos professeurs, puisqu'ils seront encore là à cette date, on est avant les résultats du baccalauréat. À partir du 2 juillet, un travail, et j'y reviendrai longuement dans nos échanges, d'accompagnement de ceux qui n'ont pas eu de proposition d'admission dès le début du mois de juillet. Ce qui compte, c'est de les accompagner le plus tôt possible. Le 6 juillet, voilà une date importante pour tous, les résultats du baccalauréat. 16 juillet, c'est la fin de la phase principale d'admission. Et puis le 16 septembre, c'est la fin de la phase complémentaire. Voilà à peu près résumé en quelques dates cette phase d'admission qui va bientôt démarrer sur Parcoursup. Alors, je voudrais dès maintenant, si on va sur la slide suivante, donner quelques conseils, parce que je crois que ce qui est important et ce que moi je voulais partager avec vous tous ce soir, c'est que l'enjeu, il n'est pas forcément sur la plateforme, connaître par cœur comment on se débrouille entre les délais, etc. C'est important, mais l'enjeu le plus important, c'est de se préparer à choisir. Et je crois que vous êtes évidemment bien placé pour accompagner votre enfant dans ce choix-là et dans cette réflexion. Quelques conseils que j'en formule, j'en ai pris 6. Prenez le temps d'abord d'avoir un petit travail avant qu'on soit le 27 sur quelle est la liste de vœux que vous avez fait. Alors, vous vous rappelez, les vœux ont été confirmés le 8 avril, c'est peut-être encore un peu ancien maintenant, mais c'est de revenir et finalement accompagner votre enfant dans le choix, qu'est-ce qu'il préfère dans ses vœux. Il n'y avait pas d'obligation de hiérarchisation et c'est important sur Parcoursup, mais à un moment donné, il faut avoir sa hiérarchie dans sa tête, savoir exactement ce qui vous intéresse. Donc, je crois que c'est l'occasion de, un petit peu en amont, de reprendre ses vœux et puis d'avoir ce moment de réflexion. Deuxième chose, pour bien se préparer, vérifiez que vous avez bien vos identifiants Parcoursup. Les identifiants Parcoursup, son numéro, son mot de passe, et si jamais il y a eu une perte depuis le 8 avril, il ne faut pas hésiter à demander sur la plateforme pour redemander son mot de passe et retrouver toutes ces coordonnées qui seront utiles à partir du 27 mai. Et puis, ce que je veux dire, c'est d'aborder avec sérénité cette phase du 27 mai. Et le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'aller regarder sur la page conseil de Parcoursup. Vous pouvez aller directement sur le site parcoursup.fr. Vous retrouvez une page conseil dans laquelle il y a quelques conseils simples. Et puis, il y a des petites vidéos. On en a déjà mis une
qui est accessible pour vous dès maintenant, dès aujourd'hui, qui est une vidéo qui explique la phase d'admission de manière assez simple. Elle fait 4-5 minutes et vous pouvez avoir une vision assez transversale de l'ensemble de la procédure et des choix que vous serez amené à faire. Et nous en ajouterons d'autres, évidemment, accessibles soit directement sur la plateforme, soit même dans le dossier de votre enfant lorsqu'il est amené à faire des choix, on cherche à le renseigner. Je rappelle aussi, Parcoursup, il n'y a pas besoin de se connecter tous les jours à son dossier, voire plusieurs fois par jour. On avait certains qui ont cette crainte d'une espèce d'addiction aux informations. Nous vous transmettons, quand vous avez des propositions, nous vous transmettons une alerte sur votre portable, dans votre messagerie directement. Et je crois que c'est une occasion aussi de se rassurer. On n'a pas besoin d'être branché en permanence 24 heures sur 24 sur la plateforme. Être attentif au délai de réponse, j'y reviendrai, sur chaque proposition, parce qu'évidemment, Parcoursup, c'est un système solidaire. Le fait que certains acceptent des propositions et renoncent à d'autres permet de faire des propositions à de nouveaux candidats. Et le respect des délais est un respect pour tous, c'est-à-dire que c'est la règle commune. Quand je ne réponds pas, la proposition, ça veut dire que je ne l'accepte pas, ça veut dire qu'elle ne m'intéresse pas, et cette proposition, je la fais à un autre candidat. Donc cette question des délais, elle est importante, on va y revenir. Ils vous permettront, ces délais, d'avoir le temps pour choisir, mais je crois qu'il y a une règle à bien avoir en tête, et j'y reviendrai dans mon propos, mais je crois que, je ne le dirai jamais assez, vous pouvez, en tant que parent, mettre aussi vos coordonnées dans le dossier Parcoursup de votre enfant et recevoir à ce moment-là les mêmes alertes que votre enfant. Ça veut dire que quand votre enfant reçoit une proposition, vous en êtes informé en même temps. Et je crois que c'est aussi un moyen pour que, dans cette procédure qui est aussi un peu familiale, parce que c'est aussi, chaque famille est impliquée, bien sûr, de ne pas perdre d'informations. Et puis, toujours, on ne laisse pas les jeunes qui sont sans solution tout seuls. L'objectif, c'est de les accompagner. Et certains, peut-être, ne recevront pas de proposition le 27 mai, voire certains ne recevront que des réponses négatives parce qu'ils avaient fait des vœux uniquement sur des filières sélectives. Eh bien, ils pourront, à partir du 28 mai, solliciter un entretien dans leur lycée pour préparer cette phase complémentaire que j'ai évoquée à partir du 7 juin. Un petit réflexe, vous avez des conseils, des vidéos sur le site parcoursup.fr, n'hésitez pas à vous y reporter. Alors d'abord, un petit point aussi, si on passe à la slide suivante, qui est un petit rappel. Parcoursup, ce n'est pas uniquement un mécanisme d'envoi de propositions et puis de réponses que votre enfant sera amené à faire, c'est aussi une volonté de favoriser un certain nombre de thématiques et de publics. Première priorité, favoriser des lycéens d'origine modeste, des lycéens boursiers de l'enseignement secondaire, pour lequel il y a des places qui sont priorisées, qui sont prises en compte, dans des formations sélectives ou non sélectives. Deuxième chose, on va essayer aussi de favoriser, en tout cas ceux des lycéens boursiers qui ont des projets de mobilité, c'est-à-dire aller s'inscrire dans une autre académie que celle dans laquelle on réside. Et pour vous donner une information, c'est encore plus 5 points cette année de lycéens boursiers qui ont demandé et formulé des vœux en dehors de leur académie de résidence. Donc le fait que nous ayons un soutien, une aide financière qui est de 500 €, qui sera mobilisable depuis son dossier Parcoursup, eh bien c'est aussi une occasion, voilà, de répondre à ces attentes qui sont formulées par les lycéens et leurs familles. Nous avons aussi 2 priorités sur lesquelles je voudrais revenir, à la fois destinées pour les bacheliers professionnels, pour des places dans les BTS, et puis pour les bacheliers technologiques dans les places dans les IUT, avec les nouveaux bachelors universitaires de technologie qui ont été développés cette année. Et je crois que c'est important parce que ça veut dire que la procédure Parcoursup, ce n'est pas uniquement les bacs généraux, même s'ils sont plus importants numériquement parlant, c'est aussi une attention pour que bacheliers technologiques et bacheliers professionnels puissent être admis dans les formations dans lesquelles ils ont le meilleur taux de réussite. On doit entendre cette évolution, qui est une demande plus forte de ces publics d'accéder à l'enseignement supérieur et de favoriser leur accès. Alors, si vous êtes d'accord, je pense qu'on va commencer à rentrer de plein pied dans la procédure Parcoursup et cette phase d'admission qui démarrera le 27 mai. Si on peut aller sur la slide suivante pour que je vous dise à peu près, voilà, quel type de proposition vous pouvez avoir, quel type de réponse vous avez à formuler. Alors, il y a une grande différence, finalement, deux grandes options sur Parcoursup. Vous avez ce qu'on appelle les formations sélectives. C'est les plus nombreuses, ce sont
les BTS, les bachelors universitaires technologie, les BUT, les classes préparatoires, les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles de commerce, d'ingénieurs. Je pense que beaucoup de vos enfants ont fait des vœux dans ces formations. Alors, quel type de réponse on peut recevoir de la part de ces formations-là, le 27 mai? Eh bien, vous recevrez soit une proposition d'admission, qui est un oui, soit vous recevrez une réponse négative, puisque j'ai évoqué que certains pouvaient répondre négativement, et puis vous pourrez avoir une situation dans laquelle vous êtes en attente d'une place, c'est-à-dire qu'il y a d'autres candidats qui sont devant vous qui ont une réponse positive, et que pour recevoir des propositions, on devra attendre que ces premiers candidats finalement se positionnent. On voit bien l'intérêt des délais, plus ils se positionnent vite, plus les candidats qui sont suivants dans la liste d'attente peuvent recevoir. Et finalement, quel est le choix qui est donné aux candidats? Eh bien, le candidat qui a toujours le dernier mot sur Parcoursup, soit il accepte la proposition, soit il y renonce. On peut toujours accepter une proposition, j'y reviendrai plusieurs fois dans mon propos, accepter une proposition, mais maintenir les vœux sur lesquels on n'a pas encore eu de réponse, les maintenir en attente. Et je crois que c'est un droit dont disposent les candidats sur Parcoursup et que vous pouvez l'exercer. Et je pense que c'est particulièrement important parce que la procédure au début du mois, à partir du 27 mai, elle va très vite. On y reviendra, on peut être 300e en liste d'attente et finalement être appelé au bout de 3 ou 4 jours. Donc il ne faut pas se laisser intimider par la longueur des listes d'attente, elles sont très évolutives. Deuxième situation, les formations qu'on appelle non sélectives, c'est-à-dire des formations qui ne peuvent pas vous répondre non, il n'y aura pas de non dans les formations non sélectives le 27 mai. Ces formations-là, elles classent l'ensemble des candidats qui ont formulé un vœu. Alors, ce sont les licences des universités et puis les PASS, vous savez, ces parcours accès santé qui sont eux aussi développés dans les universités. Et là, 3 types de solutions. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus de réponse négative comme il y avait dans les filières sélectives. On a une réponse oui, c'est du même ordre que ce que j'ai évoqué. Le candidat accepte ou renonce à cette proposition. On a une proposition peut être en attente d'une place, finalement, comme je l'ai évoqué là aussi, et le candidat peut maintenir ses vœux en attente quand il accepte des propositions ou renoncer à des vœux en attente, hein, c'est toujours possible. Et puis, il y a une particularité qui s'appelle les oui-si. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les oui-si? Les oui-si, ce sont des propositions qui sont formulées par les formations et qui, en gros, consistent à dire « Oui, je vous accepte dans ma formation, mais je souhaite que vous suiviez un accompagnement renforcé pour vous aider à réussir. » Alors, on peut gloser un moment, savoir si le terme oui-si était le bon, s'il était mieux adapté, je n'en ai pas trouvé exactement de meilleur, mais l'idée, c'est un oui plus, quoi, en quelque sorte. C'est une formation complétée par un accompagnement qui va permettre à votre enfant de réussir. Et je crois que c'est particulièrement important parce que ça veut dire que la formation a détecté chez votre enfant, finalement, une situation peut-être de fragilité. Ça peut être dans un domaine, ça peut être peut-être en compétences transversales et qu'elle souhaite l'accompagner pour réussir. Ces oui-si, c'est à peu près 1100 formations qui avaient développé des licences, qui ont développé des dispositifs de oui-si. Donc, il ne faut pas être intimidé par ces formations. Et là, encore une fois, on a une vidéo spécifique sur les oui-si et chaque candidat qui recevra, qui aura à se prononcer sur est-ce que j'accepte un oui-si ou je ne l'accepte pas, il y aura une petite vidéo qui lui réexpliquera qu'est-ce que ça veut dire de recevoir une proposition de oui-si. Voilà, en tout cas, le type de proposition que vous allez recevoir à partir du 27 mai. Alors, si on passe à la slide suivante, finalement, quelques règles de principe dans lesquelles vous allez très rapidement comprendre. Finalement, on reçoit des propositions, la mécanique de Parcoursup, c'est ça, vous recevez des propositions et vous devez répondre avant une date limite pour ne pas perdre cette proposition d'admission. On est obligé d'imposer un délai limite, puisqu'autrement, certains candidats ne choisiraient jamais. Et l'objectif, c'est bien d'avancer dans la procédure. Et puis, quand vous acceptez une proposition d'admission, de facto, vous renoncez à d'autres. Je prends un exemple très concret. On est le 27 mai, votre enfant reçoit 2 propositions, il aura un délai pour choisir et il ne peut garder qu'une seule des propositions, puisqu'on ne peut pas occuper 2 places en même temps. Donc là, il y a évidemment un choix. Et c'est pour ça que c'était important, avant le 27 mai, d'avoir ce travail de réflexion sur quelles sont les préférences, puisqu'à partir du 27 mai, quand vous devez choisir, eh bien, vous devez choisir dans un délai déterminé. Mais il y a aussi des cas dans lesquels
finalement, vous pouvez recevoir plusieurs propositions dans le temps. On est le 27 mai, vous recevez une proposition, puis le 29 mai, vous en recevez une deuxième, et puis une troisième le 30 mai, et vous avez le droit d'hésiter. Alors, il y a des situations différentes selon les cas. Vous pouvez très bien être dans une situation que beaucoup d'entre vous rencontreront. Votre enfant a la proposition qu'il attendait sur Parcoursup, c'est celle qui l'intéresse le plus, et bien dès le 27 mai, il peut accepter cette proposition et renoncer finalement aux autres parce que les autres ne les intéressent pas autant. Et à ce moment-là, votre enfant, finalement, l'étape suivante, ça sera l'inscription administrative lorsqu'il aura le baccalauréat. Pour lui, Parcoursup, ça sera passé très vite. Deuxième situation, vous hésitez. Vous pouvez avoir plusieurs propositions, donc je le disais, qui arrivent différemment. Alors, je vous donne vraiment le cas concret. Voilà, Emmanuel reçoit une proposition le 27 mai, et puis le 29 mai, il en reçoit une nouvelle. Il y a un délai, il peut très bien accepter la proposition le 27 mai, et puis simplement choisir l'option « je réfléchis parce que pour la proposition qui est arrivée le 29 mai, finalement, je ne sais pas encore, est-ce que c'est celle que je préfère par rapport à celle que j'ai acceptée le 27 mai, ou est-ce que c'est, finalement, je vais y renoncer ?» Il a le droit de se laisser le temps d'attendre. Voilà, lorsqu'il a choisi sa première proposition, il en a une deuxième, et puis il devrait y répondre, eh bien, à l'issue du délai. Là aussi, je vous rassure, c'est très simple les délais. En face de chaque proposition d'admission sur Parcoursup, vous avez le délai limite pour répondre. Et nous vous ferons un SMS le premier jour où vous recevez cette proposition et un SMS 24 heures avant le terme du délai pour choisir. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas de cette question de délai. Elles sont affichées, il faut les respecter. Ensuite, c'est la seule chose qu'on demande aux candidats. Et dans tous les cas de figure, vous avez le droit de maintenir vos vœux en attente. Je pense que ça, c'est un point important qu'il faut que moi, je souhaite vraiment vous rappeler. Quand vous faites un choix le 27 mai, que vous avez encore des vœux en attente, vous pouvez les conserver. Il ne s'agit pas de conserver tout juste pour le principe de faire de garder des réserves pour l'hiver. On ne passe pas l'hiver sur Parcoursup. Ça sera une saison suivante. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de conserver ce qui intéresse vraiment votre enfant. Il a le droit de prendre un peu de temps pour choisir. Et au moment où il recevra une nouvelle proposition, il aura un autre choix à faire. Voilà. Alors, peut-être si on passe à la slide suivante, vraiment l'élément qui est important, il n'y a pas de proposition qui vous arrive sans que vous soyez informé. Vraiment ça, je veux le redire. Vous recevrez le jour où vous recevez des propositions. Les propositions, elles arrivent le matin sur Parcoursup. Donc, vous recevez en tout début de matinée un mail dans la messagerie personnelle, intégrer un mail dans la messagerie de Parcoursup, et puis un SMS si votre enfant a laissé son numéro de portable. Et il y a une application Parcoursup qu'on pourrait télécharger à partir du 27 mai, et que là aussi, je vous encourage à télécharger, dans lequel, là aussi, vous recevrez une alerte. Donc, vous voyez, 4 moyens d'alerte différents pour vous informer qu'il y a une proposition d'admission. Là aussi, je le redis, la proposition arrive le matin. Il n'y a pas de proposition qui arrive à midi, il n'y a pas de proposition qui arrive le soir. Donc, ça n'est que le matin et vous êtes informé. Et puis, vraiment, ce point, et je sais que avec les partenaires de l'appel, chacun y est très sensible, c'est que vraiment, les parents ont tout leur rôle. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, renseigner dans le dossier de votre enfant vos coordonnées de mail et de SMS, et vous retrouverez vraiment, vous aurez les mêmes informations, les mêmes messages que reçoit votre enfant. Je suis un peu insistant sur ce sujet parce que j'ai l'expérience de 3 années de Parcoursup, alors ça devrait vous rassurer, je suis encore là, mais vraiment, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est trop bête de perdre une proposition parce qu'on n'a pas respecté le délai. Ça peut arriver à tout le monde, enfin voilà, il n'y a pas de faute, en quelque sorte, mais plus on est nombreux à se rappeler du délai dans la famille, et plus, je pense, c'est aussi un moyen de se sécuriser. Et pour vous, d'être tranquillisé, il n'y a pas de proposition qu'on fera à votre enfant dans lequel vous n'êtes pas au courant. C'est important aussi parce que parfois, il y a des choix de mobilité géographique et ça vous intéresse évidemment aussi en tant que parent. Alors, on en a beaucoup parlé. Si on passe à la slide. Une petite pause monsieur Teilhard, parce que vous avez là donné beaucoup d'informations. Ouais, donc, avant de passer sur les...
sur les délais de réponse, on va vraiment là, on est sur le cœur de la situation. Vous savez que la gestion des réponses aux propositions d'admission c'est toujours une problématique pour les parents. On va être très précis, on va essayer de répondre aux questions. Vous l'avez déjà fait, mais on va le redire pour vraiment que chaque parent ait bien conscience de la situation. Donc, la première des questions, c'est voilà, j'ai eu une réponse, je réponds oui. Est-ce que tous mes autres vœux sont annulés? Alors, au moment où vous allez choisir oui, on va vous poser la question. La plateforme va vous poser la question, est-ce que vous souhaitez maintenir vos vœux en attente? Et là, évidemment, vous vous positionnez sur chacun des vœux. Vous pouvez renoncer à un vœu en attente parce qu'il ne vous intéresse pas du tout. Vous pouvez faire le choix de le conserver. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Lorsque vous êtes amené à choisir, on vous repose la question, voilà, si vous souhaitez maintenir vos vœux en attente. Très bien. Donc, en fait, on a deux possibilités. On peut dire oui et on garde nos vœux en attente. Absolument. Ou on peut dire oui et comme c'est notre choix principal, on garde notre oui et on annule le reste. Donc, vraiment Exactement. Deux possibilités. C'est pour ça que c'est important de bien savoir ce qui vous intéresse et finalement d'avoir ce temps de réflexion. Super. Bon, mais écoutez, on peut continuer. C'était vraiment pour bien préciser ça. On remet un petit point sur les alertes, parce que là, on en est le 27 mai, on a les réponses quand est-ce que ça arrive, à quelle heure? Donc, vous voyez, pour que les parents soient… Alors, on le dira, mais je vais vous faire une confidence parce qu'on est que 2000 ce soir à s'écouter. Les réponses, elles arriveront sans doute comme l'an dernier, vers 17 h le 27 mai. Je le dis aussi parce que c'est important. Le 27 mai, au moment où on ouvrira la plateforme, beaucoup des candidats ne pourront que visualiser les réponses. Ils ne pourront pas tout de suite y répondre pour une raison toute simple, c'est que, je vous apprends rien, il y a 931 000 candidats, je l'ai dit, et donc nous, on a des pics de consultations et qu'il s'agit de ne pas saturer aussi la plateforme par trop de consultations. Et donc, on a des sites miroirs, finalement, dans lesquels chacun peut voir. Et rassurez-vous, 2 ou 3 heures après avoir passé le pic de 17 h, le flux va commencer à descendre et les candidats pourront répondre tranquillement. Mais de toute façon, il n'y a pas de précipitation à avoir. Vous avez un délai de 5 jours. On va y venir juste après. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la minute. Vous avez le temps, mais au moins, notre objectif à nous, c'est de garantir à tous les candidats de Parcoursup qu'ils puissent, le 27 mai, consulter les propositions et voir les réponses. On va revenir sur les délais. Je voulais juste avoir une petite précision, vraiment pour nous tous. Combien de vœux on peut garder en attente? Alors, est-ce qu'on est limité? En fait, vous avez été limité au moment où vous avez formulé des vœux et confirmé des vœux. Et donc, si vous avez tous vos vœux en attente, vous pouvez, tous les vœux en attente, finalement, vous n'avez rien à faire, ils sont tous en attente. Donc, on ne vous demande pas de les supprimer. Si vous avez une proposition, on vous interroge pour chacun de vos vœux pour savoir si vous souhaitez encore le garder ou pas. Mais, je précise juste une situation. Alors, j'allais dire, j'envie tous ceux qui seront dans cette situation. Imaginons un candidat a fait 8 vœux. Le 27 mai, il reçoit 8 réponses positives, 8 propositions d'admission. Pour lui, il n'a aucun vœu en attente. Il n'a eu que des propositions fermes, oui. Il va devoir choisir entre les 8 dans le premier délai et au terme de ce processus, il ne lui restera plus de propositions puisqu'il en aura choisi une. Donc, c'est bien ça qui est important. J'imagine que ce n'est pas la majorité des candidats qui sont dans cette situation. Je le dis très tranquillement aussi pour tout le monde, mais il faut bien s'apercevoir, on ne peut jamais garder 2 places en même temps. On peut garder des vœux en attente, mais on ne peut pas cumuler des places en disant « oui, mais je vais attendre pour choisir ». Non, il va falloir choisir. C'est l'objectif. Très bien. Alors, on a fait assez de teasing sur les délais, je crois. Oui, on a fait beaucoup de teasing. On continue. Voilà. On va parler du délai. Alors, avec sur la slide suivante, parce que comme ça, il y a une petite infographie que vous pouvez regarder, si on peut y accéder. Alors, voilà, c'est tout bon. Alors, les délais de réponse. Alors là aussi, je crois que c'est assez simple. On va vous distinguer 3 situations. La première situation qui est en haut à gauche sur l'écran, c'est la situation des propositions que vous recevez le 27 mai.
Et là, vous avez 5 jours, donc le jour J du 27, plus 4 jours, ça vous amène jusqu'au 31 à 23h59. Et vous avez ce délai pour choisir. Alors là aussi, je le remets en situation très concrète. Si vous avez une proposition, vous avez à choisir sur cette proposition jusqu'au 31 mai pour cette proposition. Si vous en avez 4 en même temps qui arrivent le même jour, le 27 mai, vous devez choisir parmi les 4 une seule dans ce même délai. Si on a fait un délai de 5 jours et on a eu des échanges avec l'APEL, avec vos représentants pour en discuter, c'est parce que c'est évidemment à ce moment-là qu'on a le plus de propositions formulées. Et donc, c'est là où finalement il y a un choix très important pour beaucoup de candidats parce qu'ils reçoivent beaucoup de propositions en même temps et qu'il faut laisser le temps. Le 27, si je ne me trompe pas, c'est un jeudi, ce qui veut dire que vous aurez le temps du week-end pour avoir aussi cet échange en famille. Pour décider. Alors, voilà, si je reprends l'illustration très concrète de ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que le 27 mai, vous allez recevoir un SMS et un mail pour vous alerter d'une proposition d'admission. Et ça veut dire que le 31 mai, au matin, vous recevrez un SMS et un message d'alerte vous disant « Attention, il ne vous reste plus que 24 heures pour choisir, c'est aujourd'hui le dernier délai pour vous faire votre choix. » Ça, donc, c'est la première situation. À partir des propositions qui sont reçues le 28 mai, eh bien, vous voyez, on réduit un petit peu. Vous avez 4 jours, c'est-à-dire le jour d'envoi de la proposition, plus 3 jours. On est toujours sur la limite du 31 mai, mais vous avez reçu la proposition le lendemain. Et puis, à partir du 29 mai et jusqu'au 14 juillet, là, on donne de la stabilité. Le délai, c'est J+2, donc ce qui fait 3 jours. Vous recevez le lundi matin une proposition, vous avez jusqu'au mercredi soir, 23h59, pour y répondre. Alors, une petite réflexion, finalement, les délais ont été un peu raccourcis par rapport à l'an dernier. Pourquoi? L'objectif, c'est bien que le maximum de candidats reçoivent le plus de propositions possible et le plus rapidement possible, parce qu'on sait l'angoisse, l'attente qu'expriment les candidats et leurs familles, et c'est bien naturel. Donc, l'objectif, c'est de dynamiser la procédure. On l'a fait aussi en ayant quelques marges de sécurité. C'est que, on sait que dans la moyenne des délais que l'on observe chez les candidats, les réponses se font en moins de 3 jours. Donc, de toute façon, c'est plutôt rassurant et donc ça veut dire qu'on est bien dans le temps de réflexion que même les candidats prennent pour choisir. Dernier élément qui est important aussi, parce que chaque année, ça existe. Chacun a sa catastrophe, chacun a sa situation personnelle, chacun, etc. Les équipes Parcoursup, elles ne sont pas là pour éliminer les gens. Je vous le dis très clairement, les équipes de Parcoursup, elles sont là pour accompagner les candidats et on peut avoir des situations. Et quand vous avez une situation particulière qui ne vous a pas amené à respecter un délai, c'est la messagerie contact sur Parcoursup. On en a sans doute déjà parlé dans nos précédents webinaires. La messagerie contact, vous rentrez en contact avec les équipes de Parcoursup qui vous accompagnent et qui peuvent répondre à vos questions. Après, vraiment, cette question des délais, c'est une question de solidarité collective. Hein. Je le redis parce que je pense que c'est important. Hein. On n'est pas dans un système, ce n'est pas la course, la concurrence entre les candidats. Chaque réponse faite par les candidats dans les délais, c'est aussi des propositions et qu'on va pouvoir faire à d'autres candidats parce qu'en même temps que vous avez choisi, vous avez renoncé à des propositions. C'est comme ça que fonctionne Parcoursup et c'est comme ça qu'on a un système qui permet d'évoluer rapidement dès les premiers jours. Donc là, voilà. Un petit peu ces délais, un délai de 5 jours pour les propositions reçues le 27 mai, et à partir du 29 mai, on passe à un délai qui est permanent, qui est le délai de J+2, jusqu'au 14 juillet, qui est le dernier jour pour lequel nous enverrons des propositions d'admission au titre de la phase principale. Alors, avant de passer aux listes d'attente, quelques questions assez précises. Vous pouvez nous confirmer que tous les établissements qui seront sur Parcoursup auront donné leurs résultats le 27 mai, c'est-à-dire que le 27 mai, toutes les formations auront répondu. Alors, je ne peux pas vous le confirmer de manière absolue parce que nous sommes en train de remonter tous les classements. Qu'il y en a qui sont en retard, vous savez, ils sont comme les candidats, les formations, hein, il y en a qui il est arrivé des malheurs, il y en a, etc. Donc, en tout cas, nous faisons en sorte que l'essentiel des formations, et plus que l'essentiel même des formations, soit au rendez-vous du 27 mai.
Et puis, si on a une formation qui ne peut pas être au rendez-vous du 27 mai, donc ça veut dire simplement que nous l'accompagnons et que notre objectif, c'est qu'elle puisse formuler ses propositions au plus tôt après le 27 mai. Il faut bien voir, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que la première victime de cette situation, c'est la formation elle-même. Parce qu'en ne participant pas dès le 27 mai, elle prive un certain nombre de ses candidats et elle se prive de réponse elle-même. Donc, nous encourageons toutes les formations. Il faut que vous sachiez que vous ayez un ordre d'idée. On attend entre 17 000 et 18 000 classements qui nous remontent en ce moment, que l'on vérifie, que l'on travaille avec les formations. C'est notre objectif. Donc, pas forcément toutes. Si jamais il n'y a pas de réponse, il y aura une indication en disant « en attente du résultat de cette formation ». Et de toute façon, elle débutera, elle arrivera très vite puisque c'est notre objectif à nous que toutes les formations soient là. Très bien. Une petite précision, est-ce que vous pouvez revenir sur l'option du coup je réfléchis pour que les choses soient bien claires? On a dit oui à une formation et puis il y a ce fameux je réfléchis. Voilà. Alors, c'est bien la situation uniquement dans laquelle vous avez reçu une proposition, alors je donne le cas concret, on est le 27 mai, vous avez reçu une proposition, vous l'acceptez. Et on vous demande quelle est la situation finalement, qu'est-ce que vous allez faire pour les autres propositions. Alors on l'a évoqué ensemble, lorsque c'est une proposition qui est en attente finalement, vous pouvez décider de garder votre vœu en attente. Ça, c'est votre droit. Et puis, vous pouvez avoir une autre proposition qui vous est arrivée le lendemain. On se situe, je suis le 28 mai, j'ai une proposition qui est arrivée hier, je dois me prononcer, et puis j'ai une proposition qui est arrivée aujourd'hui, dont le délai est un peu plus tard. Eh bien, vous pouvez, au moment où vous acceptez une proposition, vous aurez une petite fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir, qui va vous dire « Ah, vous avez une autre proposition, qu'est-ce que vous faites ?» Est-ce que vous renoncez à cette proposition ou vous réfléchissez le temps, finalement, pour vous préserver le temps du délai qui vous reste pour choisir sur cette formation-là. Donc, c'est vraiment se prendre le temps. Vous pouvez décider chaque proposition l'une après l'autre, en quelque sorte, lorsqu'elles sont arrivées dans des délais différents et à des dates différentes. Et lorsque, par contre, la proposition arrive en même temps, le même jour, vous avez le même délai. Et là, vous ne pouvez pas dire « je réfléchis » puisque vous devez choisir sur des propositions qui sont arrivées le même jour. Donc, c'est des petites fenêtres qui vont vous apparaître, des fenêtres de dialogue, qui vont vous apparaître dans Parcoursup et qui vous demandent quelles sont vos actions quand vous choisissez. Qu'est-ce que je fais des autres vœux qui me restent en attente? Qu'est-ce que je fais des propositions pour lesquelles j'ai encore à répondre dans un délai important? Ce qui est important, il faut bien retenir, il faut répondre à toutes les propositions. On ne peut pas dire j'ai répondu à une, puis les autres, ça veut dire que ils déduiront que c'était l'autre que je préfère. Non. Sur Parcoursup, il faut répondre systématiquement à toutes les propositions d'admission qu'on vous formule. Super. On continue simplement sur le cas où éventuellement j'ai deux propositions. J'ai une proposition sur Parcoursup et puis je suis toujours en attente d'une proposition qui me sera faite par un établissement hors Parcoursup. Qu'est-ce que je fais sur Parcoursup? Moi, ce que je vous conseille, c'est que, parce qu'on n'est jamais trop prudent, c'est que vous avez intérêt à accepter votre proposition sur Parcoursup. Ça vous donne, voilà, ça vous l'avez sécurisé en quelque sorte. Et puis, peut-être que 3 semaines après, vous allez avoir votre proposition d'un établissement qui se déroule en dehors de Parcoursup. Et vous avez le droit, franchement, je ne serais pas vexé, d'accepter la proposition qui se déroule en dehors de Parcoursup. Par contre, moi, ce que je vais vous demander, c'est qu'il faut que vous renonciez à vos vœux qui sont sur Parcoursup. Vous n'allez pas garder des vœux pour Parcoursup alors que vous avez fait un choix et que vous allez vous inscrire. Et d'ailleurs, la formation qui se trouve en dehors de Parcoursup, elle a une mission, elle a un rôle légal que moi je lui ai donné, qui est de dire elle doit, au moment de les inscriptions, vous demander une attestation de désinscription de Parcoursup, comme quoi vous avez bien joué la règle commune. Et ça vous sera possible de le télécharger dès le 27 mai, parce que dans certains cas, il y en a certains, ils ont peut-être même déjà maintenant, sont en train en quelque sorte, de faire leur affaire avec une formation hors Parcoursup. Donc, vous avez toujours le droit. Il y a un principe de précaution, c'est peut-être d'accepter dans un premier temps, tant que vous n'êtes pas sûr de vos choix, parce que voilà, c'est important de garder tant qu'on hésite. Et puis le jour où vous décidez d'aller hors de Parcoursup, vous vous désinscrivez de manière à ce que les propositions que vous alliez, elles aillent vers d'autres candidats qui attendent.
Une dernière question avant d'attendre la liste d'attente, parce que ça, ce sera très, très important également. La question de l'internat. Selon les réponses, j'ai eu par exemple une réponse positive pour la formation qui m'intéresse, mais sans internat, et je n'ai toujours pas eu la réponse pour la possibilité avec internat. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est très important. D'ailleurs, on mettra une petite infographie dédiée aux questions des listes d'attente sur l'internat et que, évidemment, les collègues de l'appel vous relayeront à vous tous de manière à ce que vous puissiez la consulter. Elle sera d'ailleurs dans le dossier lorsqu'on a un vœu en internat. Vous pouvez, alors ça concerne les CPGE, vous pouvez très bien accepter définitivement votre vœu sur la formation sans internat et garder votre vœu avec internat, CPGE avec internat. Et je le dis, c'est très important, ne renoncez pas tout de suite à ce vœu avec internat parce que vous vous dites « Ah bah, je ne vois pas de réponse arriver ». Prenez du temps, de toute façon vous avez sécurisé votre vœu sans internat, laissez passer du temps de manière à ce que les vœux à l'internat dépilent un peu plus lentement. Il y a tout un tas de raisons mais qui sont un peu trop compliquées pour que je vous le dise, mais en tout cas vous pouvez, accepter une formation en CPGE sans internat, et en même temps garder votre vœu avant d'internat en attendant la réponse. Et moi, je vous encourage à attendre cette réponse parce qu'elle arrivera et vous aurez là aussi des éléments de liste d'attente pour vous donner finalement des conseils en quelque sorte à comment se comporter face aux informations que va me donner la plateforme. Allez, on continue, on a beaucoup de questions sur les listes d'attente, donc allez-y. Alors, si on passe sur la slide suivante, quelques éléments sur la liste d'attente. Alors, déjà, je pense qu'il faut dédramatiser cette question. Il y a évidemment beaucoup de candidats qui, au début de la procédure Parcoursup, sont avec des vœux en attente et sont en liste d'attente. Qu'est-ce que ça veut dire être en liste d'attente ? La première chose, ça veut dire que vous avez été classé par la formation. C'est-à-dire que potentiellement, elle est prête à vous accueillir, mais qu'il y a d'autres candidats qui étaient mieux classés que vous. Et l'objectif sur Parcoursup, c'est qu'on vous donne des informations. Et chaque candidat qui aura un vœu en liste d'attente aura un petit tableau de bord dans lequel il va pouvoir consulter des informations pour l'aider à comprendre. Alors, premier réflexe, vous aurez dans votre dossier une petite vidéo, liste d'attente, comment ça marche pour bien comprendre. N'hésitez pas à vous y reporter, ça vous donnera toutes les clés de ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis, une petite infographie en plus sur les listes d'attente en internat parce que c'est des questions que vous posez légitimement. Alors, vous êtes classé par cette formation et finalement, ce que vous allez pouvoir voir sur Parcoursup et qui sera mis à jour, chaque matin, c'est quelle est votre position dans la liste d'attente. Et vous pourrez voir très rapidement que votre position, elle évolue tous les jours en fonction des réponses qu'apportent les autres candidats. Et chaque jour, on peut progresser dans une liste d'attente. Vous verrez aussi quel est le nombre total de candidats qui sont dans cette liste d'attente. Ça vous permet aussi de vous positionner, de voir si vous êtes dans les premiers dans les listes d'attente ou vous y êtes très loin sur la liste d'attente. Mais ce qu'on essaye aussi de vous donner, c'est des informations aussi plus précises qui vous permettent d'essayer de comprendre. Alors, première information qu'on va vous donner, c'est votre position dans le classement de la formation. Il y avait 800 candidats, vous êtes classé au rang, je sais pas quoi, 212. Ce rang, il est fixe, c'est-à-dire que dans le classement, c'est votre position dans la liste d'attente qui évolue. Ce n'est pas votre position dans le classement initial qu'a rendu la formation. Ça, vous aurez cette information, combien je suis classé par la formation. Vous aurez aussi la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission. C'est-à-dire, on reprend mon exemple, Éléonore est au rang 212 et elle voit le lundi, on est le 2 juin, elle voit que le dernier candidat qui a reçu une proposition était au rang 225. Ça lui donne une indication en disant, potentiellement, ça veut dire que je vais avoir bientôt une proposition d'admission parce que je vois que ça évolue favorablement par rapport à mon dossier. Et puis, dernier élément, c'est donner la position du dernier candidat qui avait reçu une proposition d'admission l'année dernière. Alors, cette information, et puis je vais essayer de l'illustrer parce qu'elle est importante à un double titre. Je reprends ma situation, je crois que c'est Éléonore. Éléonore est au rang 212. Et elle voit que dans la même formation dans laquelle elle s'est présentée, sur l'année 2020, le dernier candidat qui a été pris, il était 543e.
Qu'est-ce que ça donne comme indication à Éléonore? Ça donne comme indication, ça la rassure, parce que ça veut dire que le dernier, si les choses n'ont pas trop changé, eh bien ça veut dire que je vais avoir des propositions, même si je n'ai pas eu une proposition le 27 mai. Je crois que c'est ça qui est important comme message, c'est le 27 mai, vous pouvez être très loin peut-être dans la liste d'attente, mais vous allez voir, elles évoluent très vite, et avec les informations qu'on nous donne, vous pourrez vous rendre compte que eh bien, vous allez certainement recevoir une proposition rapidement, puisque le dernier prix l'année précédente était beaucoup plus loin dans le classement. Évidemment, je prends une autre situation, c'est celle de David. David, le dernier prix, donc je ne sais plus, 543e, si je ne perds pas le fil de mon histoire, et David, lui, est 850e dans le classement de la formation. Évidemment, la formation est peut-être moins réjouissante pour David que pour Éléonore, parce que lui s'aperçoit que, si je prends toutes choses égales par ailleurs, l'an dernier, le dernier prix, il avait été dans un rang de classement qui était bien meilleur que celui qu'il a obtenu. Dernier élément, et j'y insiste, c'est ce qu'on a écrit entre parenthèses, quand l'information est disponible. Pour l'essentiel des formations de Parcoursup, cette information sera disponible. Évidemment, il y a deux situations dans lesquelles cette information n'existera pas. Un, lorsque c'est une formation nouvelle sur Parcoursup, je n'ai pas d'antécédent, je ne peux pas donner des informations sur ce qu'il y avait l'an dernier. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est les classes préparatoires MP2I, vous savez, spécialisées dans l'informatique. Elles, ce sont des nouvelles formations de cette année. Je n'ai pas le point de référence. Je donne aussi, je ne serai pas en mesure d'informer précisément les candidats sur ce point de référence lorsqu'il y a eu un changement, une rupture finalement dans le mode de construction de l'offre de formation. Je vais donner un autre exemple. Je suis sur les classes préparatoires et commerciales. Vous savez, qui s'appelle cette année ECG, économique et je ne sais plus comment c'est. J'ai oublié le mot, c'est général, mais il me manque le C. Commercial. Voilà. Économique et commercial, bien sûr, c'était ça. Économique et commercial général. L'année précédente, ça s'appelait ECE et ECS. Et je n'ai plus la même consistance de formation, donc je ne peux pas vous apporter cette information sur ce qui se passait l'année 2020 parce que les paramètres ont changé. Et donc, ça serait vous tromper que de vous apporter cette information. Et moi, au contraire, mon souhait, c'est si je vous affiche une information, c'est qu'elle est certaine. Je ne vous affiche pas d'informations dont je n'ai qu'à demi, ce n'est qu'une demi-vérité ou j'ai qu'une demi-certitude. Donc voilà les informations. Là aussi, le bon réflexe, il y a une vidéo dans le dossier du candidat sur la liste d'attente, il y a une petite infographie et les collègues de l'appel vous le diffuseront à tous, hein, que vous pouvez regarder et comprendre, c'est assez simple. Mon premier conseil à moi, c'est, lorsqu'on est au tout début de la procédure, ne renoncez pas à vos vœux en attente. Laissez dépiler, prenez le temps de comprendre comment fonctionne la plateforme, de vous familiariser avec ces indicateurs, de manière à ce que vous soyez à l'aise et que vous les compreniez bien. Évidemment, vous vous rappelez, quand on a évoqué tout à l'heure les dates clés de Parcoursup, on a évoqué le point d'étape à la fin du mois de juin. Et bien, à l'occasion de ce point d'étape, c'est vraiment le moment de vous poser en disant, est-ce que ça sert encore de garder un aveu en attente où je vois finalement que ça évolue plus beaucoup, ça veut dire que la formation est pleine, ou pas. Voilà à peu près quelques éléments que je souhaitais vous donner sur les listes d'attente, mais il y a peut-être quelques questions auxquelles répondre. Alors, simplement une précision, hein, concernant tout ce qui est vidéo, et particulièrement les vidéos qui ont été proposées sur le site de Parcoursup, on vous les mettra dans le chat pour que vous puissiez y aller, mais c'est de toute façon accessible, hein, sur leparcoursup.fr, c'est vraiment important. La liste d'attente, on a des questions sur cette liste d'attente, sur la gestion de cette liste d'attente et surtout sur le côté un peu psychologique du fait « Oh mon Dieu, je n'ai pas été pris, je suis sur liste d'attente, c'est catastrophique, oui. Ils ne veulent pas de moi ». Non, je crois qu'il faut vraiment dédramatiser, et merci de poser cette question parce que je crois qu'il faut rassurer. Le 27 mai, il y a beaucoup de candidats qui ont des vœux en attente. Et il ne faut pas se dramatiser cette situation-là. La situation d'attente, elle est le 27 mai, on fait de l'ordre, on fait plus d'1 million de propositions et il y en a certains qui vont devoir choisir. On l'a évoqué tout à l'heure sur les choix, je ne peux pas garder 2 places. Et donc, en faisant leur choix, ils libèrent des places pour les autres. Et je voudrais aussi, là aussi, redonner quelques statistiques qui permettent aussi de s'éclairer. L'an dernier, lorsqu'on est à la mi-juillet, la fin de la procédure principale, hein, qui sera le 16 juillet cette année, globalement, chez les lycéens, on est
sur les bacheliers généraux, on est à plus de 9 sur 10 qui ont déjà eu au moins une proposition. Chez les bacheliers technologiques et professionnels, on est entre 7 et 8 sur 10. Donc l'essentiel des candidats ont eu des propositions. Le processus évolue et quand j'ai raccourci les délais, on l'a évoqué tout à l'heure, je disais que c'était des délais plus courts par rapport à l'an dernier. L'objectif, c'est bien qu'il y ait la situation d'attente sur Parcoursup, et bien finalement, soit la plus réduite possible pour tous. Comment je sais que j'avance sur la liste d'attente? Alors, vous le savez parce que, si on revient peut-être sur la slide juste auparavant, parce que ça me permet de compléter, vous avez des indications sur votre position dans la liste d'attente. Et chaque jour, cette position évolue. Donc, vous la voyez évoluer sur votre dossier Parcoursup. Je crois que c'est ça le critère et l'indicateur principal pour vous positionner. Voilà, et puis la dernière question là, c'était simplement un point, c'est pas forcément sur la liste d'attente. Ouais. Et vous nous avez parlé du point d'étape. Je pense qu'il est important que les parents comprennent bien et aient bien les dates en tête de ce point d'étape obligatoire. Très bien. Alors, la procédure Parcoursup, la phase d'admission, elle démarre le 27 mai. À 17 h, on l'a évoqué en exclusivité avec vous. Le 29 juin, on va demander à tous les candidats qui ont des vœux en attente de se positionner pour nous dire « oui, je souhaite maintenir ces vœux en attente, non, ils ne m'intéressent plus, je ne les garde pas ». Pourquoi on le fait au bout d'un mois? Parce qu'on sait qu'au bout d'un mois, la procédure elle a suffisamment évolué, que les formations sont bientôt pour la plupart remplies, et donc que c'est le moment de s'apercevoir, en regardant les indicateurs qu'on vient d'évoquer, pour regarder est-ce que c'est toujours intéressant de garder des vœux en attente parce qu'ils m'intéressent toujours, ou est-ce que finalement j'ai fini de faire mon choix. Par exemple, j'allais dans une autre académie et puis avec mes parents, je m'engage dans la démarche d'aller prendre un logement parce que c'est ce qui va m'intéresser d'étudier dans cette autre ville. Mais c'est aussi, on le fait à la fin du mois de juin parce que c'est un moment dans lequel, et on le signalera à vos professeurs principaux bien sûr, on leur dira d'avoir une attention pendant cette période-là pour qu'ils puissent être au-delà de vos parents. Enfin, ils puissent être pour les candidats des éléments de référence et de ressources. Moi, je reprends la situation que j'ai évoquée, la situation d'Éléonore. Éléonore, elle voit qu'elle est très proche de la liste de candidature. Elle a finalement, je disais, j'ai accepté une proposition. Je ne sais pas encore, c'est le moment de réfléchir. Est-ce que c'est la proposition vraiment qui est celle qui m'intéresse le plus? Et à ce moment-là, je renonce à mes vœux en attente et finalement, je vais aller m'inscrire. Ou alors, est-ce que je garde des vœux en attente, mais dès lors que ça vaut le coup? Parce que si on est dans le cas de David, si je me rappelle bien, David, on a vu qu'il était le dernier candidat pris, était bien avant lui. Et peut-être qu'à un moment donné, au 29 juin, ça n'évolue plus. Cette formation-là, il ne pourra pas y aller. C'est peut-être le moment de faire un choix et de renoncer à des vœux qu'il n'aura pas ou des vœux qui ne l'intéressent plus. Très bien, merci. On peut continuer. Alors, le répondeur automatique. Un petit point important. Alors, je vais le dire de manière très simple. Il y a très peu de candidats intéressés par le répondeur automatique. Pourquoi? Sans doute parce qu'il oblige à faire des choix, et en tout cas à hiérarchiser ses choix, et que finalement, nous, on s'aperçoit que sur Parcoursup, les candidats préfèrent garder la main et avoir la main tout le temps pour choisir au dernier moment. Alors, quel est l'objectif il sera disponible dès le 28 mai, comme vous le voyez sur la diapo. Quel est l'objectif de ce répondeur automatique? C'est de permettre à un candidat qui finalement sait très bien ce qu'il souhaite, de lui permettre d'indiquer à Parcoursup, voilà ma préférence, voilà l'ordre dans lequel les vœux sont mes préférés, et finalement de déléguer à la plateforme le soin de répondre à sa place. Alors, comment ça marche très concrètement? Eh bien, dès qu'une proposition sera faite, appelons-le Arnaud, dès qu'une proposition sera faite à Arnaud, c'est le répondeur automatique qui acceptera à la place d'Arnaud la proposition dans l'ordre dans lequel Arnaud a choisi de classer ses vœux. Plus besoin de consulter le dossier pour voir si on a reçu des propositions ou pas, mais c'est le répondeur automatique qui choisit à votre place. Alors, il y a une précaution, c'est qu'évidemment, il faut être sûr de ses choix, parce qu'on ne peut pas être dans une situation dans laquelle il est 9 h du matin,
Arnaud fait sa hiérarchisation des vœux, et puis à 11 h, Arnaud me dit « Ah mais non, j'ai changé, c'est plus celui-là que je voulais mettre en 1, c'était celui-ci que c'était un autre. » Non, quand on active le répondeur automatique, on doit être sûr de ses choix. Évidemment, si Arnaud, le 28 mai, a activé le répondeur automatique, et puis il en cauchemarde de la nuit du 28 au 29 en disant « finalement, c'est peut-être pas ça », il a le droit de sortir du répondeur automatique, il retrouve sa pleine liberté sur ses vœux, mais on ne pourra pas revenir dans le répondeur automatique, parce que là, on va dire, oui, mais Arnaud, il me l'a fait une fois déjà ce coup-là. Je ne suis pas sûr qu'il ne cauchemarde pas encore dans 3 nuits après, parce que ce n'est pas l'ordre dans lequel. Donc vraiment, il faut le concevoir comme une faculté qui est ouverte à ceux qui sont sûrs de leur choix et qui permet finalement de se dispenser de regarder tous les jours la plateforme. Alors, si vous voulez, je peux vous essayer de donner un exemple très concret en illustration, mais autrement, je pense que le principe est clair. Et là aussi, une infographie et il y aura une vidéo sur le répondeur automatique de manière à ce que tout cela est évoqué dans la vidéo sur la phase d'admission pour que ça soit très clair pour vous et chacun des lycéens. On va continuer parce que je vois le temps filer et on a encore beaucoup de points à voir. Alors, un point très important qu'on doit évoquer, c'est la question ensuite de l'accompagnement. Alors peut-être que si on passe la diapo, comme ça me permet de l'illustrer en même temps que je vous parle. Je vous l'ai dit, le principe sur la plateforme, le principe c'est qu'on accompagne les candidats qui n'ont pas de proposition. Alors, cet accompagnement, il va commencer. Alors, est-ce qu'on y arrive à passer à la plateforme, à la diapo suivante? On ne va pas être très loin. Alors, je vais meubler. Hein. Les lycéens voilà, qui n'ont fait que des demandes, des vœux sur des formations sélectives et qui, le 27 mai, vont n'avoir que des réponses négatives. Ça arrive chaque année. On essaye que ça arrive le moins possible. C'est pour ça qu'on a invité les candidats dans la phase de formulation des vœux à diversifier leurs choix. Mais pour autant, ça va arriver. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous pourrez prendre contact avec votre professeur principal, avec un CIO, avec le service d'orientation de votre université, si votre enfant est à l'université déjà aujourd'hui et souhaite se réorienter, pour avoir un contact et pour commencer à préparer finalement la phase complémentaire. Puisque si vous avez eu que des vœux négatifs, ça veut dire que vous n'avez plus de vœux au 27 mai. Et donc, il faut préparer cette deuxième phase. Cette deuxième phase de la phase complémentaire, il faudra sans doute un travail sur le projet d'orientation parce que ça veut dire que quelque part, vous avez fait des vœux et dont on voit bien que les formations ont considéré que votre cursus n'était pas du tout en adéquation avec les vœux que vous aviez formulés. Donc ça, première. Et puis là aussi, je le redis, on appellera, je pense, aux lycéens, tous les lycéens qui seront dans c'est important parce que on ne veut pas les laisser tout seuls, donc on les appellera de manière à ce que on leur rappelle le sens de cet accompagnement-là et de la possibilité qu'ils ont de formuler. Alors, on ne voit plus. Désolée, il y a un petit problème technique, mais voilà, je crois que c'est revenu. Ça doit être très bien. Bon. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir juste un peu une diapo antérieure? On va essayer de bouger ça parce que voilà, le défilé était impossible. Ah, d'accord. Donc, bon, autrement, je peux commenter. Hein. Oui, ça, on était sur l'accompagnement voilà. De mai à septembre. Voilà, alors donc dès le mois de mai, le 27 mai, on accompagne. Pendant la phase complémentaire du 16 juin voilà, au 14 septembre, la phase complémentaire pour refaire jusqu'à 10 vœux supplémentaires sur des formations qui a des places vacantes. Et à partir du 2 juillet, l'accompagnement par les commissions d'accès à l'enseignement supérieur de chaque académie, l'accompagnement des candidats qui n'ont pas encore eu de proposition d'admission et qui souhaitent être accompagnés. Et là, encore une fois, vous recevrez un mail. Chaque candidat concerné recevra un mail. Il recevra un coup de fil au site Parcoursup, des équipes de Parcoursup, pour lui proposer cet accompagnement. Notre objectif, c'est de vous accompagner et du mieux possible. Donc, il n'y a pas de situation dans laquelle on reste tout seul dans son coin et on est abandonné par Parcoursup.
On imagine que le 16 juin, par exemple, voilà, j'ai eu des réponses le 27 mai, mais elles ne me conviennent pas, ou moyennement, je me dis que je pourrais peut-être faire d'autres propositions. Est-ce que j'ai la possibilité, même si j'ai eu un oui, de refaire des propositions? C'est une très bonne question que vous posez là. La phase complémentaire, elle est à la fois ouverte à ceux qui n'ont pas de proposition, mais elle est aussi ouverte à ceux qui en ont, mais pourraient trouver une opportunité à travers la phase complémentaire. Ça peut être parce que tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a un choix géographique plus intéressant pour vous et vous faites un vœu. Et il ne va pas prendre deux places, ce candidat que vous avez évoqué, qui avait déjà dit un oui. Puisque s'il accepte une proposition en phase complémentaire, il rendra la place qu'il avait eue dans la phase principale le 27 mai. Donc le système est fluide, il a pour objectif de la meilleure allocation des places, c'est-à-dire que les candidats soient le plus satisfaits possible par rapport aux places qu'ils reçoivent. Alors, peut-être je voudrais faire aussi un petit point sur l'accompagnement des candidats en situation de handicap. Si on passe à la slide suivante, ça permettra de le... Voilà. Je crois que ça, c'est important. Vous savez, on a une attention sur un certain nombre de candidats qui sont placés dans des situations particulières. Alors, je vais d'abord faire... Il y a un cas très, très particulier, c'est les sportifs de haut niveau qui peuvent avoir un accompagnement particulier, mais bon, j'imagine que ce n'est pas la majorité des parents qui nous écoutent. Deuxième cas, on peut avoir ceux qui sont des chargés de famille. Ça peut arriver à certains candidats, et là aussi, il y a une priorité qui leur est donnée pour qu'on traite leur situation particulière. Et puis, il y a les candidats en situation de handicap ou qui présentent un trouble de santé invalidant et qui pourront, à partir du 27 mai, imaginons, il y a deux types de situations. Il y a celui qui n'a reçu aucune proposition d'admission et finalement qui a l'impression qu'il va pouvoir être accueilli nulle part. Et puis, il y a ceux qui ont eu une proposition d'admission, mais finalement, ils s'aperçoivent que, au fur et à mesure de la procédure, c'est que ils vont pas pouvoir intégrer cet établissement parce que, imaginons, certains ont des contraintes de santé qui contraignent leur déplacement et ils ne veulent pas pouvoir se rendre dans cet établissement. D'autres parce que le type de leur handicap n'est pas pris en charge par l'établissement. C'est sans doute regrettable, mais c'est une réalité. Et donc, il lui faut une autre proposition. Eh bien, ces candidats-là pourront, à partir du 27 mai, faire, à travers la rubrique Contact, finalement se signaler auprès du recteur pour que le recteur les aide à aller dans leur établissement qui est le plus adapté à leur situation. C'est un dispositif qui s'appelle le droit au réexamen. C'est vraiment pour traiter ces situations-là de candidats qui, indépendamment de leur volonté finalement, et en raison de leurs besoins très spécifiques, ont besoin d'aller dans un établissement particulier. Et nos services sont là aussi pour accompagner ces candidats et leur permettre d'avoir des trajectoires de réussite dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'est un petit point que je souhaitais faire. Peut-être un petit focus sur la slide suivante, sur les vœux en apprentissage. Vous savez on va poser quelques questions. Oui, avant que vous passiez sur l'apprentissage, Monsieur Teilhard, vous avez été trop vite sur cette fois-ci. Une petite question, si vous le permettez. Vous nous avez parlé des élèves donc en situation de handicap, mais peut-on également évoquer le cas d'élèves avec soucis de santé, c'est-à-dire que, imaginons qu'un élève ait des soucis de santé, qu'il est rentré donc ses vœux, mais qu'il n'ait pas pu, à cause de ses soucis de santé, pouvoir les confirmer. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de les confirmer dès à présent, étant sorti de sa phase d'hospitalisation? Alors, de toute façon, alors, ça veut dire, si je comprends bien, en fait, il n'a fait aucun vœu sur Parcoursup et qu'il n'en a confirmé aucun. Exactement. Il est toujours inscrit. Alors, première chose, il pourra, à partir du 16 juin, de toute façon, faire des vœux en phase complémentaire. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, je pense qu'il faut que ce candidat-là et ses parents qui nous écoutent puissent aussi se rapprocher du rectorat pour expliquer cette situation. De manière, et sans doute que les professeurs aussi de son lycée sont en capacité de l'accompagner. Moi, ce que je vois parfois plutôt comme situation, c'est évidemment celle-ci peut exister, mais c'est la situation aussi de candidats qui ont fait des vœux et puis il est intervenu un événement malheureux qui les a placés dans une situation où ils sont plus en capacité d'avoir la mobilité qu'ils souhaitaient avoir, ça peut être aussi des situations de famille sociales, je le dis aussi pour
pour ceux qui nous écoutent, et on est compréhensif de ces situations, le meilleur réflexe, c'est dans la messagerie contact, dans Parcoursup, de se signaler auprès des équipes pour signaler ces situations. Ça peut être des cas très concrets. J'ai une situation de santé qui m'impose d'avoir un établissement de formation dans un rayon de 3 ou 4 km, parce que je ne vais pas pouvoir bouger plus que ça. Eh bien là, c'est vraiment le rôle du rectorat que d'accompagner ces situations-là. On va faire au maximum pour essayer de trouver une formation en adéquation avec votre projet et puis en capacité de vous accueillir compte tenu de la contrainte subie. Merci. Dans le même ordre d'idées, si l'on reste sur les élèves en situation de handicap, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, existe-t-il des places qui sont réellement réservées pour ces élèves porteurs de handicap dans Parcoursup? Alors, je vais répondre différemment. Il existe dans Parcoursup quelques formations qui sont réservées à des candidats en situation de handicap. Je connais parce qu'en plus, j'en ai parlé cet après-midi avec mes collègues. Il y a une formation, un IFSI à Montpellier. Vous savez que les IFSI sont très, très demandés, hein, les instituts de formation de soins infirmiers. Eh bien, il y a un IFSI à Montpellier. Il est uniquement réservé aux candidats qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà. Après, dans Parcoursup, il n'y a pas de place réservée en tant que telle. Puisque souvent, je le redis aussi, il faut revenir aussi à moi, et je travaille beaucoup avec les associations du handicap et ça m'intéresse toujours, c'est qu'il y a des candidats qui n'ont pas envie de se déclarer une situation de handicap, qui n'ont pas envie aussi qu'ils soient admis parce qu'on dirait ben, je vous mets des places réservées parce que vous êtes en situation de handicap. Non, ce sont d'abord des lycéens, avant d'avoir un handicap, ce sont des lycéens qui sont dans une scolarité et qui veulent la poursuivre parce qu'ils ont un projet d'études supérieures et c'est à ce titre-là qu'on les considère. Et donc certains vont être pris et l'essentiel des candidats en situation de handicap reçoivent des propositions, acceptent des propositions. Mais ce que nous avons prévu dans Parcoursup à travers ce droit au réexamen, c'est des situations dans lesquelles ben, un jeune en situation de handicap est empêché parce qu'il aimerait avoir un projet, soit il n'a aucune réponse, soit il aimerait avoir un projet, il a une réponse, mais qu'en fait, matériellement, ça ne va pas pouvoir faire. Donc là, l'objectif, c'est de l'aider, de tenir compte de sa situation exceptionnelle. Donc, voilà le point d'équilibre que je peux vous faire dans cette réponse. Merci, Monsieur Teilhard. Eh bien, on retient que tous les parents et tous les élèves qui ont des situations particulières n'hésitent pas à aller dans l'onglet, effectivement, contact pour pouvoir envoyer un petit quelque chose. J'ai oublié de dire un petit truc, mais qui va dans le même ordre et qui est important. Nous avons permis que chaque candidat en situation de handicap, et c'est encore possible là, il puisse remplir une fiche de liaison dans Parcoursup. Parce que prenons le cas aussi où ça se passe bien, hein, c'est quand même l'essentiel des cas sur Parcoursup. Évidemment, on est là pour traiter des cas particuliers, mais il faut le dire aussi que pour l'essentiel des lycéens, ça va se passer très bien. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi comme message. Le candidat, il avait un accompagnement au lycée. Dans la fiche de liaison, il peut finalement remplir quels étaient les types d'accompagnement dont j'ai bénéficié au lycée. Et imaginons, j'accepte une proposition dans l'IUT à Nevers, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai trouvé ma proposition. Eh bien, je peux, une fois que j'ai rempli finalement cette fiche de liaison, transmettre au référent handicap en lui disant, ben voilà, pour préparer mon accueil au moment où je viendrai au mois de septembre, je vous donne déjà les éléments qui m'ont accompagné durant ma scolarité au lycée. Et c'est important, je pense, pour tous les parents, parce que je crois que plus on anticipe l'accueil des jeunes lycéens, futurs étudiants en situation de handicap, plus on a l'occasion qu'il y ait un échange fructueux pour que la scolarité se passe bien. Plutôt que d'attendre le mois de septembre, finalement, vous pouvez, dès que vous avez votre proposition d'admission, transmettre au référent handicap tous les éléments de votre accompagnement qui vous étaient nécessaires au lycée. Merci, Monsieur Teilhard. Un petit point sur l'apprentissage. Alors, bien sûr. Alors, un petit point sur l'apprentissage, c'est important parce que le nombre de formations en apprentissage a plus que doublé sur Parcoursup depuis 3 ans et qu'il y a beaucoup de candidats, je pense notamment beaucoup de bacheliers professionnels, y compris dans certains cas qui ne font que des vœux par la voie de l'apprentissage. Et c'est important, vous savez que c'est des types de formations qui répondent à de plus en plus de besoins parce qu'il y a aussi une insertion dans l'emploi qui est facilitée, il y a un revenu, hein, pour certains c'est aussi une source de revenus, ça permet de poursuivre des études supérieures que peut-être ils n'auraient pas
ils n'auraient pas pu poursuivre dans leur cadre familial. Alors, les réponses que vous allez avoir et que vous avoir, c'est candidat retenu sous réserve de contrat. Parce qu'évidemment, au cœur de l'apprentissage, il y a la relation avec un employeur. C'est celui. Alors, vous savez que le gouvernement active des aides très importantes pour les employeurs d'apprentis. Aujourd'hui, ça leur coûte quasiment zéro l'embauche d'un apprenti et c'est un coup de pouce qu'on a voulu donner à la jeunesse dans cette situation sanitaire compliquée, évidemment. L'an dernier, pour donner là aussi un chiffre d'éclairage, il y a eu plus de 500 000 contrats d'apprentissage signés et le nombre de contrats a vraiment été très fort sur la tranche bac, bac plus 2, bac plus 3, c'est-à-dire des places en BTS. Et vous avez beaucoup de formations. Il y a aujourd'hui plus de 5 900 formations en apprentissage sur Parcoursup. Donc, l'objectif, trouver un employeur. Vous avez des ressources directement dans votre dossier Parcoursup. Vous avez le site de Pôle emploi qui s'appelle le site La Bonne Alternance qui vous permet de retrouver les entreprises qui recrutent dans votre secteur d'activité. Nous avons aussi une page conseil sur Parcoursup sur l'apprentissage, comment vous aider à rédiger un CV, comment vous aider dans la recherche d'emploi. Et puis n'oubliez pas, vous avez un CFA pour lequel vous avez candidaté. Son rôle est précisément de vous accompagner à trouver un employeur. Donc vraiment, les vœux en apprentissage, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de candidats intéressés. Vous allez avoir des réponses sous candidature retenue sous réserve de contrat et vraiment l'objectif, c'est de trouver un employeur. Donc, n'hésitez pas à faire des démarches. N'hésitez pas, nous venons pour le dire et peut-être certains parents l'ont-ils reçu. Nous avons écrit il y a quelques jours aux candidats en apprentissage parce qu'il y avait l'AEF, qui est un grand éditeur du secteur des étudiants, qui a fait une démarche de promotion des rencontres entre des demandeurs d'emploi jeunes en apprentissage et puis des entreprises qui offrent des places en apprentissage. Donc, nous aurons l'occasion aussi d'accompagner tout au long pour essayer de stimuler l'aide à la recherche d'un employeur d'apprentis. Voilà pour ce qui concerne l'apprentissage. Alors, il y a peut-être des questions autrement. Oui, il y a toujours sur l'apprentissage. Voilà, c'est vraiment l'idée de rassurer les parents. Si finalement, j'ai ma candidature qui est retenue sous réserve de contrat, est-ce que je dois m'assurer d'une autre formation au cas où je ne trouve pas de contrat? Qu'est-ce que je fais? Alors, vous avez raison de poser cette question. Vous savez que dans Parcoursup, on l'avait évoqué ensemble quand on avait fait notre précédent séminaire. C'est pas je choisis, c'est soit l'apprentissage, soit les autres formations. Vous avez la possibilité de faire 10 vœux en apprentissage et 10 vœux sous statut étudiant. Et il y a une petite vidéo d'ailleurs sur le site Parcoursup, sur la rubrique formation en apprentissage, une petite vidéo dans laquelle on vous dit notamment, qui est de dire, si vous avez sécurisé une formation sous statut étudiant et que vous êtes toujours en recherche d'un employeur, continuez à sécuriser votre place sous statut étudiant. Et puis, si vous trouvez un employeur, tant mieux, vous partirez en apprentissage et vous céderez la place que vous aviez sous statut étudiant à un autre candidat qui l'attend. Mais voilà, vous n'avez pas à faire un choix cornélien. Vous avez la possibilité, à travers les vœux qui ont été formulés, de sécuriser des places sous statut étudiant en attendant d'avoir un employeur et un contrat. Merci. Moi, je vais me permettre de revenir sur une question qui est très précise concernant le handicap, si vous me permettez, où on nous demande, est-ce qu'une dysgraphie reconnue par la MDPH avec l'existence d'un PPS compte comme un handicap? Alors, je vais rassurer, c'est pas moi qui juge si c'est bien ou si c'est du bon côté. Quand vous ferez la demande via la rubrique contact, par exemple, pour demander un droit au réexamen, vous serez mis en contact avec les équipes du rectorat, dans lequel il y a un médecin conseil auprès du recteur qui est spécialisé dans ce sujet-là. Ils font des commissions particulières et dans lesquelles on pourra être amené à vous demander des renseignements particuliers. Amener telle attestation MDPH, décrire peut-être votre situation et puis apprécier aussi votre situation particulière. Je vais donner un exemple, je vous le dis parce que en plus, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi-même, je suis en situation de handicap, donc vous voyez, je suis assez à l'aise pour en parler. Il ne s'agit pas d'aider des candidats dans lequel je vais prendre un exemple assez concret pour tout le monde.
vous êtes pris dans l'université l'université de Nanterre, et puis vous avez une place qui vous intéresse plus à l'université de Paris, mais en fait, ça n'a rien à voir avec votre handicap. Vous avez déjà une place. Là, le fait que si l'objectif, c'est pas de vous aider à trouver une meilleure place que celle que vous aviez parce que c'est plus intéressant du point de vue des études. L'objectif, c'est d'aider ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont dans une situation exceptionnelle, dans laquelle ils n'ont pas de choix que d'aller vers telle ou telle formation parce que c'est la plus adaptée à leur projet. Et je crois que c'est ça le souci. Donc, pour répondre à la question que vous avez posée, au moment où vous faites votre demande de droit à examen, parce que vous avez une légitimité à le demander, vous précisez les éléments qui vous concernent et qui permettent de justifier la demande que vous déposez. Vous aurez un dialogue avec les équipes du rectorat, et puis de temps en temps, il y a parfois des décisions qui sont négatives parce qu'on estime que la situation dans laquelle vous êtes ne justifie pas un droit particulier dérogatoire, et puis dans d'autres cas, la situation justifie pleinement ce droit dérogatoire et le recteur donnera suite et pourra même imposer à la formation le fait de vous admettre. C'est un droit spécifique que lui reconnaît la loi. Donc, vous voyez, point d'équilibre, une analyse du dossier par des vrais spécialistes, pas par moi, qui apprécient la situation très concrète dans laquelle vous êtes. Merci, Monsieur Teilhard. Donc, pas d'inquiétude pour les parents ni pour les élèves. Des solutions peuvent être trouvées en fonction des différents cas rencontrés. Il suffit de bien poser les bonnes questions et vous aurez des réponses qui peut-être ne vous satisferont pas toujours, mais en tout cas, sachez qu'il y aura des réponses. Une autre petite question concernant donc les boursiers et les dossiers DSE en fait, dossier social étudiant. En fait, aujourd'hui, des places sont priorisées pour les étudiants boursiers, pour les lycéens boursiers. Est-ce que les futurs étudiants, donc éligibles aux bourses à partir de la rentrée, est-ce qu'ils seront également concernés par cette priorité? Et est-ce que vous pouvez un petit peu évoquer le dossier DSE? Est-ce que c'est de votre compétence ou pas? Alors, deux choses. Sur le site parcoursup.fr, vous avez une petite rubrique bourse, aide au logement, etc. N'hésitez pas à y aller, à vous renseigner. Vous avez tous les liens avec le CNUS qui gère la situation des aides et des demandes pour les bourses des étudiants du supérieur. La priorité que j'ai évoquée au début de notre échange, là dans le PowerPoint, c'est une priorité pour les lycéens boursiers, les lycéens de l'enseignement secondaire. Il faut savoir que les bourses de l'enseignement secondaire sont plus restrictives. Donc, ça veut dire que ce sont des familles dans une situation plus modeste. Généralement, quand on est un boursier de l'enseignement secondaire, quand on va dans le supérieur, on est aussi boursier puisque les conditions sont plus larges. Je crois que les dépôts de dossiers se faisaient jusqu'au, alors je ne sais plus si c'est le 19, je crois que non, c'était plutôt jusqu'au 15 mai que se faisaient les demandes de bourse, hein, si je me trompe 15 pas. Mai, oui. C'est ça. Je le dis aussi pour la question du logement, parce que c'est important. Parfois, certains candidats nous disent, oui, mais est-ce qu'il y aura des demandes de logement qui pourront se faire un peu au-delà de ces dates-là, compte tenu des réponses sur Parcoursup? La réponse est oui. Évidemment, l'objectif, c'est d'accompagner des candidats et il y aura notamment, je pense, ceux qui, parce qu'ils n'ont pas eu de proposition, peuvent avoir des propositions par les KS au mois de juillet. Eh bien voilà, il y a toujours des possibilités de faire des demandes auprès du CNUS, de demander un logement. Nous avons fait, je le dis aussi, on travaille évidemment en étroite relation avec le CNUS, et il y a à peu près 3 semaines de ça, nous avons fait une grande diffusion auprès de tous les lycéens qui étaient inscrits sur la plateforme, de manière à leur rappeler les échéances de délai pour le dépôt des demandes de bourse. Allez, on va passer aux élèves. Là, une petite précision hein, pour la réorientation des jeunes. Donc, c'est pour ces jeunes, puisqu'on sait que vous nous l'avez précisé en début d'intervention, hein, on a un petit peu moins de candidats en première instance, puisque beaucoup ont pu avoir leur bac l'année dernière, mais il y a beaucoup de réorientation. Comment ça se passe pour eux? Alors, donc, ils sont traités de la même manière que les lycéens. Cette année, ils sont 182 000 à avoir fait des vœux sur Parcoursup. C'est 5% de plus que l'an dernier. Ils ont fait des vœux dans tous les domaines, hein, évidemment.
les vœux ont été formulés, les vœux ont été examinés, et ils recevront des propositions comme les autres. Il n'y a pas de différence. Finalement, ce qui faisait la différence, c'est qu'eux avaient déjà le baccalauréat, c'est qu'eux ont pu renseigner, le cas échéant, des notes qui étaient ceux de leur premier semestre, peut-être à l'université, et il n'y a pas d'interdiction de se réorienter. Vous pouvez être à l'université, dans des BTS, dans des écoles d'infirmières, enfin voilà, toutes les possibilités sont possibles. Globalement, si je fais, pour donner une illustration, à la fin de la procédure Parcoursup, on est à plus de 9 lycéens sur 10 qui ont eu au moins une proposition, on est à un peu plus de 8 sur 10 sur les étudiants en réorientation. Donc, un peu moins de propositions que les lycéens, mais néanmoins dans des conditions qui sont quand même de l'ordre de 8 sur 10. Donc, je pense que ça traite. L'accompagnant important de cet étudiant en réorientation, c'est pas son professeur principal du lycée, c'est pour l'essentiel le service universitaire ou dans votre établissement de formation, le service de scolarité qui s'occupe aussi de l'orientation. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils sont aussi d'une aide. Et nous avons chaque année un travail en coopération avec les universités de manière à ce que quand on s'occupe des KS, d'étudiants en réorientation, eh bien, on puisse aussi les contacter et leur faire des propositions adaptées à leur profil. Super, donc comme ça, voilà, ça repositionne un petit peu les choses par rapport à la réorientation. On va attaquer la phase complémentaire parce que bien évidemment, il y a des questions sur cette phase complémentaire. Alors, est-ce que je peux faire des vœux? Comment? Et si éventuellement, ça c'est un complément de question, et si éventuellement je ne m'étais pas inscrit sur Parcoursup sur la phase du début, donc le 27 mai, pour une réponse le 27 mai, je ne me suis pas inscrit parce que je comptais faire autre chose, partir, etc. Est-ce que je peux m'inscrire pour le 16 juin? Eh bien oui, vous pouvez. On peut se réinscrire sur Parcoursup ou s'inscrire pour la première fois. Certains même, des fois, parce qu'on le connaît, hein, chaque année, il y en a qui se sont inscrits en janvier, n'ont pas fait de vœux, ils sont toujours inscrits sur Parcoursup et ils vont pouvoir faire des vœux en phase complémentaire. La phase complémentaire, c'est à la fois ceux qui ne s'étaient pas inscrits, on peut s'inscrire, c'est ceux qui n'ont pas eu de proposition, l'occasion de rechercher de nouvelles propositions. Ce sont ceux qui avaient eu que des réponses négatives qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont pu être accompagnés pour reformuler un projet, et on peut faire jusqu'à 10 vœux en phase complémentaire. Et puis ce sont ceux aussi qui ont eu une proposition, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils ont eu une proposition et puis tout d'un coup, ils voient une proposition, c'est le même BTS qui les intéressait, mais il est plus près de chez eux. Il y a une opportunité, ils peuvent candidater. La phase complémentaire, elle est ouverte à partir du 16 juin, elle sera close le 16 septembre, et le fonctionnement est tout simple, vous vous inscrivez, vous faites des vœux en phase complémentaire, les formations sélectives ont 8 jours pour examiner les dossiers, c'est des réponses au fil de l'eau et vous faire des réponses. Pour les formations en licence, ce sont des réponses qui sont au bout de 24 heures, puisqu'en fait, si des places sont disponibles, eh bien, elles ont vocation à être pourvues. Alors, je le dis bien, hein, les places qui sont proposées en phase complémentaire, ce sont des places qui sont restées disponibles après la phase principale. Voilà. Et lorsque, peut-être une limite que je dis parce que elle est parfois mal comprise, mais c'est l'occasion de l'expliquer pour vous faire partager, je pense que tout le monde comprendra bien. Vous avez fait un vœu dans une formation sélective, vous n'avez pas été classé, vous n'avez pas été retenu. Et puis, dans cette formation-là, il reste des places disponibles et cette formation revient en phase complémentaire. Si votre dossier a été écarté au mois d'avril, en quelque sorte, vous ne pouvez pas recandidater, puisqu'en fait, la formation a déjà examiné votre dossier et déjà analysé pour dire que votre cursus ne vous permettait pas de réussir dans cette formation. Donc, vous ne pouvez pas recandidater là où vous avez déjà écarté au mois de mai. Ça arrive chaque année. On vous en veut pas spécifiquement. C'est juste qu'en fait, le dossier est déjà examiné. On ne peut pas demander aux formations de réexaminer les mêmes dossiers sur la même procédure. D'accord. Et puis, si finalement, au bout du bout, hein, sachant que vous nous avez bien expliqué tout ce qu'il y avait en termes de suivi, d'accompagnement, etc., et si au bout du bout, je me retrouve où j'ai rien, j'ai fait des propositions le 16 juin, mais elles ne sont pas prises, je suis encore en attente, parce que j'ai fait des choix où je suis encore sur liste d'attente. Comment ça va se passer? Qui va pouvoir m'accompagner encore? Alors, je vais aller, moi, encore plus au bout du bout.
À la fin de l'an dernier, il y avait 591 lycéens qui n'avaient pas trouvé de solution. Alors, on est entre nous là aussi. Il faut le mettre aussi à la lumière du contexte dans lequel vous savez que le baccalauréat 2020 était un baccalauréat particulièrement avec un taux de réussite très élevé, 95,7. Donc on a aussi des candidats qui dans une autre configuration n'auraient peut-être pas eu le baccalauréat. Ils l'ont eu, ils n'ont pas trouvé de solution. Évidemment, on cherche à les accompagner. On les accompagne y compris après la fin de la procédure, y compris parce qu'on travaille avec nos partenaires des missions locales, partenaires aussi des acteurs de l'insertion, de manière à essayer de trouver des solutions pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais mon objectif n'est pas évidemment d'arriver à ces 591. Mon objectif, c'est toujours vers tendre de 0 candidats qui n'ont pas trouvé de solution. Et il y a suffisamment de place sur Parcoursup. La question, c'est bien de l'adéquation des profils. Dès le 2 juillet, pour ceux qui n'ont pas eu de proposition, les KS se mettent en place et travaillent tout l'été pour essayer d'accompagner ces candidats. Qu'est-ce que c'est concrètement que ce travail des KS? Ce sont les services des rectorats, ce sont des chefs d'établissement, ce sont des responsables de formation du supérieur qui essayent d'examiner le dossier et de trouver la formation qui peut être le plus en adéquation avec le type de formation. Alors, je ne fais pas de miracle, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'essayer de trouver la bonne adéquation avec ces candidats. On peut les accompagner, j'ai parlé de l'aide à la mobilité parfois, parce que parfois les solutions se déroulent en dehors de l'académie, parce que le candidat est vraiment mobilisé sur un seul type de vœu. Voilà, on essaye de trouver des solutions, c'est un travail colossal que font les académies, puis ça me permet moi de vous dire à tous à quel point il y a vraiment des gens passionnés et il y a des gens qui mettent beaucoup de cœur pour vous accompagner. Je sais bien que la présentation qu'on peut faire de Parcoursup, c'est que Parcoursup, c'est une plateforme, c'est numérique, c'est impersonnel. Alors, je pense qu'en essayant, là, dans l'heure et demie, vous avez vu que ce n'était pas que impersonnel, mais il y a beaucoup de gens derrière. Derrière la messagerie contact, ce n'est pas un ordinateur. Derrière la messagerie contact, ce sont des gens dans les rectorats qui travaillent vraiment tous les jours pour essayer de faire au mieux des solutions. Donc, et là aussi, parce que ça arrivera, comme chaque année, il y a des candidats, alors il y a des candidats, je ne sais pas quoi, moi c'est la foudre qui est tombée sur leur maison, enfin des fois vous savez on a des histoires merveilleuses, mais bon c'est de l'humain tout ça et on vit avec et c'est bien normal, mais il ne faut jamais rester tout seul avec sa difficulté. C'est ça mon principal conseil. Il y a des acteurs, des professionnels dans le lycée, dans les rectorats pour accompagner. Donc, la messagerie contact doit être un moyen aussi de dialoguer. On a un numéro vert aussi, j'en ai pas parlé, mais un numéro vert qui est ouvert tous les jours. Il sera même ouvert sur des horaires élargis à partir du le 28, les 27, 28 mai et le week-end du 29-30 mai. Ils sont avec ouverts de 10h à 16h pour permettre de répondre au maximum parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions au moment où voilà, il y a beaucoup de propositions. Donc voilà, on est vraiment là pour accompagner vos enfants et puis ces jeunes à réaliser leur projet d'études. Merci beaucoup, Monsieur Teilhard. C'est toujours passionnant. On n'a pas répondu à toutes les questions, toujours. C'est toujours la problématique. Rappelez, voilà, tous les numéros, que ce soit les numéros verts, que ce soit le site de Parcoursup, que ce soit pour les infographies, les vidéos, etc. On vous redonnera bien évidemment tous les détails pour recontacter et puis pour avoir toutes ces infos. Je dis juste un petit mot qui est très complémentaire à ce que vous venez de dire. Il y a des comptes sociaux Parcoursup, réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, on fait énormément d'informations, voilà, y compris quand on fait des chats pour poser des questions-réponses. Et il y en aura des chats dès le 28 mai, moi j'en ferai. On en fera sur la phase complémentaire, au-delà de ce que je peux faire avec vous. Mais vraiment, toutes les occasions de vous tenir au courant de ce qui se passe sur Parcoursup. Merci beaucoup, Monsieur Teilhard, pour votre disponibilité avec nous ce soir et pour ces informations qui sont toujours très importantes. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de monde connecté ce soir. J'ai cru comprendre au détour des questions qu'il y avait des jeunes aussi qui étaient connectés donc à cette visioconférence. Donc c'est très très bien puisque ça va leur permettre en tout cas de franchir la dernière ligne droite avec le maximum de sérénité. Merci d'avoir rappelé que Parcoursup, ce n'est pas qu'une machine, que ce sont des hommes et des femmes qui sont assis derrière pour accompagner les jeunes et les familles. Ça, c'était très important de le rappeler, que ce n'est pas qu'une machine. Donc, ce soir, vous avez eu donc ces dates clés,
normalement, la phase d'admission n'a plus de secret pour vous au regard des nombreux conseils qui ont été dispensés ce soir, notamment sur comment on gère un vœu qui est en liste d'attente. Est-ce qu'on écrase tout? Est-ce qu'on garde? Voilà, ce soir, vous avez eu donc ces réponses-là. Merci d'avoir fait un clin d'œil sur l'apprentissage. Je vous rejoins. Très, très important. Énormément d'efforts du côté du ministère du Travail, effectivement, pour travailler avec le ministère de l'Éducation nationale sur la question de l'apprentissage et de sensibiliser les partenariats que sont Pôle emploi et la mission locale pour aider à trouver des entreprises et rappeler que les aides sont bien disponibles. Ça, c'est très, très important. Votre foire aux questions donc, reste disponible. Vous l'avez dit, les réseaux sociaux seront là. Il y aura encore des chats qui vous seront proposés. Je rappelle que les services ICF, bien sûr, mettent à jour régulièrement les informations sur la question de Parcoursup pour que les familles soient informées en temps réel. Et bien sûr, nous restons mobilisés jusqu'au bout. Violaine l'a dit tout à l'heure, hein, quelques questions n'ont pas eu de réponse, mais je suis certaine que aujourd'hui, que ce soit par la foire aux questions, que ce soit par les réseaux sociaux, les boîtes mail, les numéros de téléphone, vous pourrez encore obtenir ces informations. Il me reste à vous rappeler la prochaine date de notre webinaire à venir, et pas des moindres, qui est prévue le 8 juin 2021, qui aura pour thématique la protection des mineurs, quel engagement des familles, quelle place. C'est un webinaire qui sera co-animé par le Secrétariat général de l'enseignement catholique, l'ANPEC, qui est l'Association nationale des psychologues de l'enseignement catholique, ainsi que l'APEL. Je voudrais vraiment remercier une nouvelle fois M. Teilhard pour sa disponibilité et mes très chers parents, Hélène et Violaine, qui ont animé tout cela avec beaucoup de brio. Merci les filles de votre disponibilité. Merci à notre équipe de l'ICF national, donc les Isabelle, puisqu'elles sont deux, Zora, Anne, bien sûr, et puis Hélène. Je n'oublie pas Christophe Abraham. Merci à tous les élus. Information conseil aux familles, particulièrement à Christian Josse ce soir, qui a été très, très impliqué à nos côtés. Donc, Hélène et Violaine, Paul et Sabrina, et Gilles qui nous a fait un petit coucou, qui probablement est encore connecté. Donc, merci à Gilles et Vincent. Donc, je vous remercie. Restez prudents, même s'il y a une phase de déconfinement qui est prévue bientôt et que tout le monde va envahir les terrasses, les restaurants et les bars pour se retrouver. Ça fera du bien, mais soyez prudents puisque l'épidémie est encore parmi nous et respectez donc les consignes sanitaires et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à tous. Au revoir et bonne soirée.